Notre rendez-vous quotidien avec le Dr Carl Weiss, président de l'Association des médecins microbiologistes infectiologues du Québec. Dr Weiss, bonsoir. Bonsoir, Patrice. Vous êtes d'accord avec ce qu'on entend, puis Dr Barrett plus tôt, Monsieur le Premier ministre qui vient de parler, là, qu'on est... Bon, bien sûr qu'on est dans une crise grave, mais quand on se compare, il y a des raisons de se consoler à certains égards. À certains égards, oui, surtout sur notre épidémiologie. Ce qu'on peut dire, c'est que le taux d'hospitalisation est faible au Québec actuellement. Le nombre de gens qui sont aux soins intensifs est relativement faible et certainement contrôlable, et on a encore des ressources. Malheureusement, on a des décès, mais si on regarde les décès au Québec en proportion de notre population et de ce qui s'est passé dans d'autres pays, je dirais qu'à date, et on espère que ça va continuer avec des taux les plus faibles possibles, on est plus bas que ce que sont les autres pays. Donc, sur cet aspect-là, je pense que pour l'instant, on a très bien fait. Il faut tous travailler ensemble. L'objectif, c'est que tout le monde doit aller dans la même direction. Il y a des écueils, mais il va falloir surmonter les écueils ensemble. Très bien. C'est quand même encourageant. On va le souligner. Question du public, Dr Weiss. Si une personne infectée est asymptomatique et donc ne tousse pas ou n'éternue pas, comment peut-elle alors transmettre le virus? C'est parce qu'elle a quand même le virus dans sa gorge, dans ses voies aériennes, donc dans son système respiratoire, dans son larynx, dans sa trachée, dans sa gorge, dans son rhinopharynx. Cette personne-là peut avoir du virus en quantité relativement peut-être plus faible. Et quand elle va parler, donc en parlant, elle va émettre des gouttelettes. Et ces gouttelettes-là vont être respirées par d'autres personnes au pourtour qui vont les aspirer, qui après ça pourraient développer l'infection. Donc, même si vous êtes asymptomatique, ça ne veut pas dire qu'il y a zéro virus dans votre système respiratoire. Très bien. On ne repartira pas le débat là, sur les masques. On en a beaucoup parlé hier. On en reparlera. Mais ce qui fait dire à des gens, pour prévenir, non pas soi-même, mais les autres autour, le port de masque, mais encore faut-il qu'il y en ait assez. Mais comme je vous dis, on en reparlera. Y a-t-il une différence marquante? Beaucoup de courriels là-dessus. On en a déjà parlé ensemble entre les souches S, la souche initiale apparemment, et L, souche plus virulente. Et quelle souche est plus fréquente au Québec et au Canada? Ben, la souche la plus fréquente, on ne le sait pas encore, mais c'est probablement la même souche qui circule partout sur la planète et qui est la souche, je vous dirais, la plus commune. Par contre, ce n'est pas tellement important parce qu'en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi certaines personnes vont développer une maladie, pourquoi certaines personnes vont développer une maladie sévère, et aussi pourquoi certaines personnes vont développer les complications pulmonaires extrêmes. Donc ça, tout le monde recherche ça, il y a probablement une composante génétique. Le deuxième point, on en a un petit peu parlé hier, ce virus-là, plus il va s'adapter à l'espèce humaine, et plus l'espèce humaine va s'adapter au virus, le virus risque, entre guillemets, à la limite, de devenir peut-être un peu moins dangereux pour l'ensemble de la population, parce que, comme je vous dis, le virus a un objectif, c'est d'infecter le plus de gens possible pour perpétuer son cycle et continuer de se reproduire. Un virus qui est trop dangereux, qui tue trop de monde, tue son hôte et donc n'est plus capable d'infecter d'autres personnes rapidement. Donc c'est un équilibre qui se fait. Il y a besoin de nous, comme on disait hier. En tout cas, il aura réussi à lancer une profonde réflexion sur la manière dont on vit, dont on produit, dont on voyage sur la planète, mais là, on en reparlera ça aussi. Mi-janvier, j'ai été terriblement malade, écrit Jonathan Genois-Cartier, vomissements sévères, etc., etc. Je n'ai pas voyagé. Est-ce possible que j'ai été atteint de la COVID-19 avant que ça ne devienne la pandémie qu'on connaît? Donc, mi-janvier, dit-il. OK. Moi, je vous dirais c'est peu probable parce qu'à la mi-janvier, par contre, au Québec, il y avait beaucoup de grippe, beaucoup d'influenza. Donc, il y a de fortes chances que ce soit plutôt l'influenza que la COVID-19. Parce que sinon, on l'aurait trouvé chez d'autres personnes à ce moment-là et on voyait qu'il n'y avait pas d'activité au Québec. Donc, fort peu probable. Non. Une question que j'aime beaucoup parce qu'elle vient d'un enfant de 12 ans. Alors, j'encourage les enfants qui sont à la maison de nous écrire et demander à leurs parents de nous écrire. Quelle est la différence, ça va vous renvoyer à vos cours, docteur, entre un virus, un microbe et une bactérie? OK. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un microbe, en général, c'est un mot commun. Alors, on parle plutôt de micro-organisme, si on veut être plus précis. Mais un micro-organisme ou un microbe, ça inclut différentes sortes de choses. Ça inclut des parasites, ça inclut des champignons, ça inclut des bactéries et ça inclut des virus.
La grosse différence entre les bactéries et les virus, c'est que les bactéries sont à peu près 1000 fois plus grosses que les virus, parfois même plus. Et les bactéries sont capables de se multiplier par elles-mêmes. Elles sont vivantes. Oui, tout le monde est vivant. Mais les bactéries n'ont pas besoin d'un autre pour pouvoir se multiplier. Donc, vous prenez une bactérie, vous la mettez sur une table, vous la mettez sur une plante, elle va pouvoir se multiplier par elle-même. Un virus va avoir besoin d'une cellule pour pouvoir se multiplier, donc va utiliser la cellule de quelque chose d'autre pour se multiplier. Les virus n'ont pas l'autonomie que les bactéries ont. Mon Dieu que vous êtes bon, Dr Weiss. Je vous aime beaucoup. Est-ce qu'il y a des exercices de respiration, en terminant, que nous pourrions pratiquer dès maintenant et qui contribueraient à renforcer notre capacité pulmonaire? Si oui, lesquels? Ben, écoutez, je vais vous dire que le meilleur exercice que vous pouvez faire, c'est d'arrêter de fumer pour ceux qui fument. Ça, c'est le meilleur exercice que vous pouvez faire. C'est vraiment le moment de faire ça, si vous en avez l'occasion, et vous allez avoir fait le meilleur exercice. Quant aux autres, je vous dirais, il n'y a pas vraiment d'exercice particulier. C'est sûr que les gens qui sont en forme, qui font du sport, ont souvent des capacités pulmonaires globales meilleures. Là, je sais que mes collègues pneumologues n'aimeront pas quand j'utilise le mot capacité pulmonaire totale, parce qu'en médecine, ça a une particularité. Mais ce que je veux dire... Vous êtes pardonné, là. Tout ce que je veux dire, c'est quand vous êtes en médecine, vous utilisez ça et ça va bien aller. Très bien. Il y a un brouillard devant vous. C'est presque une œuvre impressionniste. Dr Weiss, on se retrouve demain. Merci beaucoup encore une fois. Ça me fait plaisir. Bonne soirée. Au revoir.